Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos fans de vélo et de Paul Sexas. Aujourd'hui, Liège-Bastogne-Liège. Alors oui, grande performance encore de Paul Sexas, il était au rendez-vous et on va en discuter. Donc résumé de l'étape, on a une chute d'Izaguirre après 5 minutes de course qui scinde le peloton en deux et permet à 54 coureurs de s'extirper et parmi eux Bernal et surtout Evenepoel. Ce groupe comptera plus de 4 minutes d'avance à 175 km de l'arrivée. Sous l'impulsion de l'équipe UAE et de Wolf pour Decathlon, le peloton se recompose à un peu plus de 80 km de l'arrivée. Hormis Pidcock qui a eu un incident mécanique avant la jonction au moment où ça roulait fort, les principaux favoris sont présents au pied de la redoute. Dans cette côte, à 34 km de l'arrivée, seul Sexas parvient à suivre les attaques de Pogačar et ils collaborent ensemble jusqu'à la côte de la Roche-au-Foulon à 14 km de l'arrivée où le Slovène s'envole vers la victoire. Sexas fait deuxième avec 45 secondes de retard. Evenepoel règle au sprint le groupe qui se battait pour le podium. Alors, toi, Nathan, tu nous avais annoncé ce résultat pratiquement tel quel, hein, où tu voyais bien Sexas suivre dans la redoute, mais lâcher après. Est-ce que tu es satisfait du scénario? Est-ce que tu es content de comment ça s'est déroulé? Alors déjà, le scénario de la course en général, je m'attendais pas du tout à ça sur le fait de reprendre la retransmission à la télé et de voir Remco devant dans un groupe de 50 coureurs avec presque 3 minutes d'avance sur le peloton principal qui était bientôt moins important que l'échappée, si on peut appeler ça une échappée. Donc déjà là, je me suis dit, quelle course ça va être? Ça va être la plus belle course de la saison. Et puis après, sur le final, on va en parler un petit peu plus tard, mais la performance de Sexas, vraiment sensationnelle. Vraiment, Sexas a été sensas aujourd'hui. Je m'attendais au résultat de voir Paul Sexas sur la deuxième place, mais je m'attendais pas à ce scénario que Remco ne soit pas là avec les deux principaux protagonistes. Je sais que ça se tienne autant dans la roue, je m'y attendais, mais le fait de le voir vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Alors ouais, comme tu dis, je pense que c'est le monument, ça a été le monument aujourd'hui le plus passionnant de la saison, hein. Il nous aurait retransmis la course en intégralité, on aurait pu passer la journée devant. Avec cette échappée de Remco, et justement, est-ce que pour toi, cette échappée de Remco, c'est UAE qui a géré l'écart ou est-ce qu'ils se sont un peu fait peur? Et est-ce que ça a joué dans le résultat? Est-ce que justement, sans cette échappée, Remco aurait pu suivre Sexas Pogačar ou au moins être avec Skelmose, voire devant, hein, parce que dans la redoute, il y a Sexas Pogačar et derrière, il y a Skelmose à 30 secondes qui a tenu un peu tout seul à un moment donné. On aurait pu imaginer Remco être devant là. Bah, pour moi, je pense que l'AE s'est quand même fait un petit peu dépasser. On n'a pas vraiment vu comment ça s'est passé, la chute d'Izaguirre et la séparation en deux du peloton. Mais je pense que c'était pas vraiment dans le plan du AE que de devoir travailler autant si tôt dans la course, euh, avant que Tim Wallen se mette au charbon. Le peloton avait du mal à reprendre du temps. Et c'est à l'instant où Tim Wallen a commencé à se mettre à l'avant que là, l'écart a commencé à baisser avec 2,30, euh, 1 minute 30, etc. Ça a baissé petit à petit. Vraiment, Tim Wallen, ça a été incroyable aujourd'hui pour Pogacar. Mais finalement, même Decathlon a dû collaborer avec Stan de Wulf pendant un moment. Donc, et Remco, pour parler de Remco, je pense que avec le recul, évidemment, on se dit que c'était pas forcément une bonne chose qu'il soit dans l'échappée. Mais en même temps, je pense que c'est le coureur qui avait le plus d'intérêt à être dans cette échappée. Parce que on le sait, il est très aérodynamique, il est petit. Donc, je pense qu'honnêtement, il prenait moins de vent à être dans l'échappée qu'à être dans le peloton à un moment, car le peloton était en file indienne
car ça roulait tellement vite que ça pétait de l'arrière, les coureurs n'arrivaient pas à tenir tellement ça allait vite, que dans l'échappée, ça gérait peut-être un peu plus. Donc je pense que Remco, ça a pas tant joué que ça, je pense que c'est les jambes qui ont parlé. Alors moi je suis d'accord avec toi sur le fait de physiquement, ça a peut-être pas géré, ça a peut-être pas eu une grosse influence physiquement, mais c'est plus mentalement où ça peut être, ça a pu avoir une grosse influence là-dessus parce que tu sais, il y a de la sur tous les sports, d'endurance comme ça, il y a de la fatigue cognitive, c'est-à-dire quand tu pars là pour une course comme ça, 260 km en plus Liège-Bastogne-Liège, bien plus exigeante que celles qu'ils ont l'habitude de faire. Et bah ton cerveau il se met en mode je pars pour faire 260 km, je pars pour faire 7 heures de course. Et donc toute la journée il va plus ou moins faire en sorte que tu gères ton effort, tu vois, tu t'en mettes pas trop, tu saches que la route est longue. Sauf que peut-être qu'à un moment donné, à 100 bandes de l'arrivée, là, quand ils avaient encore 2 minutes d'avance, et là on l'a vu prendre des relais notamment, alors peut-être pas les gros relais, effectivement, peut-être que physiquement ça a peut-être joué une influence minimale, mais mentalement il s'est peut-être dit, tiens, là je suis dans le finish, et tu vois, ton corps, ton cerveau, il va mettre en œuvre, il va lever un peu des filtres pour permettre à ton corps d'aller un peu s'épuiser un peu plus, chercher un peu plus d'énergie. Et en fait, il a peut-être anticipé ce final et qui fait qu'au moment où ça comptait, là, à 34 km dans la côte de la Redoute, et ben, il avait plus rien en fait. Enfin, mentalement, il était fatigué, quoi, et plus mentalement que physiquement. Et je pense que c'est plus ça qui a joué et qui a fait que bah, dans la Redoute, typiquement, on avait l'impression que c'était pas Remco, quoi. On n'a pas bien vu à combien il a basculé, mais il a dû basculer en 20e position, quelque chose comme ça. Alors que normalement, là, comme je disais tout à l'heure, il doit être avec Skelmose, ou autour de Skelmose, hein, s'il est pas devant. Ah oui, tout Donc à voilà, fait. moi, Ce que tu dis, ça me fait penser, est-ce que tu penses que quand il a vu, que quand on lui a dit à l'oreillette que l'écart commençait à baisser, à vers 100 km de l'arrivée, quand il avait encore 2 minutes 30 d'avance sur le peloton, est-ce qu'il n'aurait pas dû anticiper et lancer un coup et voir même si on pouvait être quelques-uns avec lui, mais partir de l'avant, tout ça, s'isoler. bah, je pense pas, non, parce que c'était trop loin, on l'a jamais vu faire aussi loin, avec en plus, quoi, comme on le dit, hein, Liège-Bastogne-Liège, c'est très long. Parce Par qu'il a quand contre, même gagné 2 fois, donc pour moi, il n'a plus grand-chose à perdre. mais ça lui a trotté dans la tête, c'est sûr, et c'est pour ça quand je l'ai vu prendre un gros relais là, avec le giratoire là, tu sais, où ils ont coupé à moitié tous, c'était un peu chaotique là. À ce moment-là, moi je me suis dit, mais il veut relancer cette échappée, il veut bénéficier de ces 2 minutes d'avance. Et voilà, c'est peut-être là où mentalement, il a. En plus, mentalement, on sait que Remco, il est peut-être plus fragile que d'autres, Sanguin. hein. Ouais, ouais. Au contraire, il aurait dû se dire, c'est de l'avance que j'ai, mais je fais comme si j'avais pas d'avance, tranquille. Oui, Ma tout course, elle bénef. commencera quand ils m'auront rejoint, parce que de toute façon, ils vont me rejoindre. Et voilà, mais après c'est hyper difficile à faire, hein, je dis Ouais, pas. bien sûr. Mais voilà, disons que c'est peut-être la meilleure approche pour lui, mais effectivement après il aurait pu tenter un coup, mais ça, on sait pas ce que aujourd'hui quand on voit qu'il fait 3e, effectivement, on peut se dire, bah, c'est peut-être un peu dommage, pour lui qu'il ait pas tenté, mais je pense honnêtement, vu les replats qu'il y avait, les relais, il y avait encore des équipiers derrière, hein, Decathlon et UAE avaient encore un peu de monde, il serait pas arrivé au bout, hein. Enfin, voilà. Ouais, mais il Mais est tellement fort en contre-la-montre qu'on ne sait pas finalement. Et là, choper une 3e place au sprint, j'ai envie de dire, bon, forcément, c'est beaucoup mieux que l'an dernier, car il avait même pas pu jouer dans le final avec Pogacar. Mais là, c'est insignifiant par rapport au duel qui s'est passé entre Sexas et Pogacar. ah oui, oui, mais là il a été déclassé, hein, Remco. C'est que ça, c'est clairement passé devant. D'ailleurs, c'était marrant parce que tu sais, il y avait la bataille de position quand ils se sont rejoints. T'avais Remco qui voulait être dans la roue de Pogacar, et dès qu'il laissait un petit espace, t'avais Sexas qui disait bah non, bah moi je veux pas qu'il y ait de trou, je suis là. Et après, c'est que ça se laissait quand même Remco être deuxième, hein, quand Remco avait les jambes. Et on a vu que justement, à 5 ou 10 km avant la côte de la Redoute, et ben Remco était plus dans la route Pogacar. Et là, c'était Sexas par contre qui avait bien pris la roue. Et Ouais, là, on Remco a était même un compris peu plus comment loin. ça allait se passer. Ouais,
Moi, je me suis dit, Remco, là, tu vois, il a compris qu'il avait plus les jambes et il se met légèrement en retrait. Voilà. Ouais, le Et Belge a failli en Belgique. ouais, c'est un peu dommage pour lui, hein. Bon, il va se chercher une belle place une belle consolation quand même, mais c'est sûr Disons qu'il que aspirait à mieux. il a encore un peu le cul entre deux chaises, entre les grands tours et les grandes classiques. On sait pas trop sur quel pied danser. Et bah, je te propose de discuter du final maintenant, hein, Bah évidemment. et de Paul Sexas, voilà, ce qu'on attendait tous, et on n'a pas été déçus. Enfin, moi, j'ai pas été déçu. Donc, pour rappel, dans la côte de la Redoute, Pogacar, il met une grosse accélération. Le seul qui peut suivre, c'est Sexas. En haut de la côte, ils ont déjà 30 secondes d'avance sur Skelmose, qui lui-même a 5 ou 10 secondes sur un Exceptionnel. gros groupe derrière. Et puis, à 14 km de l'arrivée, donc 20 km après, ils ont collaboré tous les deux pendant ces 20 km. Et 20 km après, dans la côte de la Roche au Faucon, que Pogacar a fait à fond tout le long, et ben il y a Sexas qui a décroché. Il bascule avec 20 secondes de retard et il finira au final avec 45 secondes sur la ligne. Donc toi, comment t'as vécu ce final là de Paul? Bah, j'aime pas dire incroyable parce qu'on y croit à chaque fois. Mais vraiment, quand j'ai vu partir Pogacar, il était tellement dans sa roue qu'on aurait cru qu'il était tout seul. Mais non, Paul Sexas c'était bien là. Il a tenu. Vraiment, il a jamais lâché un centimètre aux Slovènes. Vraiment, et quand on voit l'Estrade Bianchi la dernière fois où il avait presque failli accrocher sa roue, on voit la progression en 2 mois, la progression qu'il a pu avoir. On se dit que ça inaugure de très belles choses pour la suite. Et vraiment, la performance sur un monument, on nous disait qu'il tiendrait pas la distance, etc. Moi, honnêtement, je savais qu'il pourrait tenir la route de Pogacar. J'avais pas de doute sur le fait qu'il serait, qu'il allait nous décevoir sur la distance. Parce qu'on l'avait vu au championnat du monde avec Kigali. Certes, il n'était pas dans le final, mais il avait fait quand même 12e. Et pareil au championnat d'Europe où il avait fait une magnifique 3e place. Il nous a déjà prouvé qu'il pouvait jouer dans le final. Alors moi là où je reconnais que j'avais été surpris la semaine dernière, enfin ou mercredi encore, tu nous annonçais Paul Sexas qui tienne dans la Redoute, mais moi j'y croyais pas, perso, hein. En vue de ce que tu as dit, hein, notamment l'Estrade Bianchi, on sentait que Pogacar était en gestion, mais là il n'était pas du tout en gestion dans la Redoute, là il a mis tout ce qu'il avait, et en haut ils arrivent ensemble, c'est quand même un truc de dingue ce qu'il nous a Magnifique. fait là. Voilà, nous, moi, j'ai été surpris, je l'attendais pas aussi proche de Pogacar à ce moment, hein, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, voire voilà, plus l'année d'après en début de saison, mais plus le temps passe, plus on s'aperçoit qu'il progresse très vite. Et voilà, il était dans la roue là, alors que Pogacar avait tout donné. Et après, voilà, c'est la répétition. Alors, il dit quand même au sommet de la Redoute, je sais pas si tu as vu, il dit je voyais double, donc il était vraiment en galère, hein. Ouais, mais je pense que Pogacar n'a pas géré non plus son effort cette fois, comme il pourrait avoir l'habitude de faire, car d'habitude c'est facile, il y a personne dans la roue. Mais là, il y avait quelqu'un, il y avait un Français. Mais oui, Paul Sixas, moi je pensais dans la Flèche Wallonne, les suiveurs du vélo s'accordaient à dire qu'il n'aurait pas assez d'explosivité pour, pour gagner, sauf qu'il nous a tous fait mentir, alors que là, vu que la Redoute et la Roche-sur-Faucon sont même la côte de One, il y a beaucoup d'enchaînements de côtes, ça correspond beaucoup plus à son profil de grimpeur, puncher, mais surtout grimpeur. Donc, il aime les enchaînements d'efforts. Donc là, Liège-Bastogne-Liège, c'est clairement dans son registre, au même titre que Pogacar. Et je pense que là, on a
vraiment vu qu'il était à la hauteur des Slovènes et qu'il manquait vraiment que peu de choses pour terminer avec lui. Même si s'il avait terminé avec lui, évidemment, je pense que le Slovène aurait terminé au sprint, mais il n'aurait pas eu le temps de lever les bras. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et juste, moi aussi, comme ce que tu disais, j'avais pas trop de doutes sur la distance. On sait que pas mal de suiveurs de vélo, comme tu l'as rappelé, hein, étaient un peu remettaient un peu en question les performances de Sexas et avaient des doutes par rapport à la distance. Mais tu l'as dit, à Kigali, il n'y a pas eu de souci. On l'a jamais vu craquer. Ce qui est dingue, c'est que tu te dis, mais il a pas de passage à vide. Mais je pense qu'il en a des passages à vide, mais c'est qu'il est tellement au-dessus des autres, hein, sans compter encore une fois hein, les extraterrestres. Là, il termine devant Remco, mais un jour où il a vraiment un coup de moins bien, on peut imaginer qu'il puisse et que Remco soit en forme, il puisse terminer derrière. Mais voilà, il a tellement une marche sur tout le reste du peloton que je pense que c'est ça. Les jours où il est moins bien, ça l'empêche pas de dominer le reste du monde. Et donc j'avais pas trop de doutes sur la distance, mais effectivement là, s'accrocher comme ça à l'attaque de Pogacar, waouh, grosse performance. Et moi, ce que je voulais revenir avec toi, c'est est-ce qu'il aurait dû prendre le relais? On avait parlé hein, mercredi que de toute façon, s'ils étaient à deux, il allait faire sa part du boulot. Voilà, mais est-ce que rétrospectivement, là, après la course, tu te dis pas, tiens, s'il en avait un peu gardé des forces, il aurait peut-être pu s'accrocher sur la roche au faucon? Ah, je pense que la question est tout à fait légitime, hein, car on sait l'importance de la prise de vent dans une course de vélo. Et quand on a Pogacar avec nous, on est seul avec le meilleur cycliste du monde actuellement. Je pense qu'il est tout à fait logique de se dire, bah, je vais le laisser travailler, le garçon. Il a voulu attaquer, maintenant il assume. Mais Paul Sexas, il a la logique dans son esprit du champion. Pour lui, c'est normal de travailler avec Tadej Pogacar, car il se voit, je sais pas s'il il est conscient, pardon, s'il est conscient d'être à son niveau, mais en tout cas, il se dit, bah, je dois travailler avec lui, car on est sur le même niveau. Donc je dois travailler avec lui, c'est normal. Même si je pense que dans l'oreillette, on a peut-être dû un peu l'engueuler sur ça. Mais on est en droit de se dire aussi, si on enlevait toute la fatigue qui a pu être accumulée dans ses relais, bah peut-être qu'il aurait pu tenir un petit peu plus dans la roche sur son compte. Et cette énergie-là aurait peut-être pu lui permettre de tenir jusqu'au bout. Mais après, il se serait fait battre au sprint. Donc je pense que c'est plutôt très bien, au final, d'avoir pris les relais pour faire deuxième. Ouais, moi je partage ton avis, hein. Je pense que c'est un peu comme sur le Tour des Alpes l'année dernière où il laisse la victoire à Prudhomme, un peu dans la même optique. Lui, il se projette très bien en tant que futur très grand dominateur de son sport. Et voilà, il se projette sur le fait que, ok, pour l'instant il est moins fort, en tout cas il fait sa part du boulot et il va bientôt de toute façon lui passer devant Pogacar. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ratonner parce qu'il aura l'occasion de gagner des belles victoires et Liège-Bastogne-Liège. En tout cas, c'est ce qu'il pense et ce que moi aussi je pense, hein. Je suis convaincu Ce que que tout le dans monde les années pense, à je venir. pense, aujourd'hui. Et justement, est-ce que sur cet écart avec Pogacar, est-ce que toi tu sens par rapport au Stradé, pour faire un peu l'historique de ce qui s'est passé dernièrement sur leur confrontation, donc pour rappel au championnat du monde de Kigali, c'est que ça était pas à ce niveau, hein. On avait Pogacar qui avait pris pas mal d'avance sur Remco. Derrière, c'est que ça avec un groupe hein, ont longtemps travaillé avec Ayuso, Sivakov, etc. Et il avait fini, comme tu disais, 12e. Enfin, je n'ai plus le classement exact, mais voilà, autour de la Je 10e crois que c'est place. ça. Au Lombardie, on voyait encore qu'il était derrière Remco, etc. Alors que Pogacar avait archi dominé. Pareil au championnat d'Europe. Pogacar archi dominé, Remco au milieu et Sexas derrière.
Ostrade, on a vu un écart qui commençait à se Se résorber. réduire. Voilà, à se réduire. Est-ce que là, pour toi, il a encore franchi un palier par rapport au Stradé ou pas? On a vu qu'il a tenu sur la redoute, donc on peut se dire, tiens, il a franchi un palier. Après, le temps sur la ligne, au final, est à peu près pareil, hein. Il y avait eu 1 minute au Stradé, là, il y a 42 secondes, 45 secondes. Voilà, toi, comment tu vois ça? Ah bah pour moi, aujourd'hui, il a évidemment franchi une étape supplémentaire dans le fait de suivre Pogacar sur quasiment 20 kilomètres après des attaques, multiples attaques du Slovène. Le Slovène ne s'est pas du tout amusé euh, devant Pogacar, alors qu'Australie, on peut supposer qu'il a un petit peu géré son effort après s'être isolé. Donc, pour moi, c'est que ça, c'est comme on dit depuis 17 épisodes maintenant, c'est que ça, il nous surprend à chaque fois et surtout, il progresse à chaque fois. Sa courbe, elle est exponentielle. Jamais il n'y a eu pour l'instant de chute de niveau, de baisse de niveau, depuis que de février l'an dernier, au moment où je l'ai découvert au Tour VAE, il n'y a jamais eu de baisse de régime. Après, il a enchaîné au Dauphiné, il a fait 8e. Après, au championnat du monde, il a fait 12e, alors qu'il y avait seulement 15 coureurs qui ont terminé la course, ou 20 peut-être. Mais en tout cas, c'était une course extraordinaire dans la difficulté. Après, il arrive au championnat d'Europe, il fait 3e derrière Remco et Pogacar. Non. Aujourd'hui, Paul Sexas a évidemment progressé de manière fulgurante. Ok, bah tant mieux, hein. Et alors, juste, le championnat du monde, là j'ai effectivement 13e, il avait fini, hein. Mais dans le groupe qui pas loin de Pitcock, là, qui finit 10e, voilà, les écarts étaient assez grands et il y avait 30 gars qui avaient fini. Ouais. Effectivement, mais c'était combien? Dur. 267 km. Alors, est-ce que j'ai le dénivelé là-dessus? L'élément principal qui nous Oui, laissait plus de dire 5000 mètres de dénivelé. Plus de que 5000 mètres Paul de dénivelé. Sexas allait tenir les 250 km de Liège-Bastogne-Liège, c'est qu'il l'avait déjà fait au Rwanda. Yes, ouais, tout à fait. Et puis aussi, voilà, on en a déjà parlé, t'as raison. Il a fait au Rwanda et puis lui, ça ne lui faisait pas peur. Et il est toujours là où il se fixe des objectifs. Je pense il est assez confiant, mais Lucide. lucide. Voilà, merci, c'est un bon terme. Il est assez lucide sur ses capacités. Et voilà, il s'inscrit sur la course et il performe encore. Incroyable. Et alors justement, dans l'optique du Tour de France, donc le Tour de France, le départ est dans un peu plus de 2 mois, l'arrivée dans presque 3. Est-ce qu'on peut espérer, dans 3 mois même l'arrivée, pile, est-ce qu'on peut espérer là encore, alors déjà, quelle va être la suite du programme Oui, déjà. pour Allons pas lui? trop Ça, vite. on va en parler, mais s'il fait le Tour de France, dans l'optique on va parler tout à l'heure de la suite du programme, mais dans l'optique où il ferait le Tour de France, est-ce qu'on peut espérer qu'il résorbe encore l'écart et voir nous offrir du suspense tout le mois de juillet? Alors évidemment, c'est la grande question qui est dans toutes les lèvres. Va-t-il faire le Tour de France? Et s'il le fait, quel scénario va-t-il se passer? J'ai envie de dire que je pense que ce sera un petit peu comme ce qu'on a vu depuis le début de saison. C'est-à-dire que c'est que ça se jouera avec Pogacar. Jusqu'à quel moment, c'est la grande question. À quel moment de la course. Mais j'ai toujours en tête cette incertitude quant à la capacité de Texas à tenir sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vraiment la troisième semaine, on ne sait vraiment pas qu'est-ce que Paul Texas pourra faire. Mais par contre, dans un scénario Tour de France, on pourrait envisager sa participation au critérium du Dauphiné qui a changé de nom, c'est le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, bref, mais on pourrait envisager sa victoire sur cette course. Oui, alors
sur sur le Tour de France, zut, j'ai perdu ce que je voulais dire. Sur le Tour de France, ah oui, sur ses capacités à 3 semaines, moi je suis hyper rassuré par ses prestations, parce que là, on l'a pas vu à chacune de ses sorties, on l'a pas vu craquer une seule fois. On lui a pas vu une fois où on s'est dit tiens, là il est passé un peu à côté, bah, il a dû en garder pour la suite. Non, il a toujours été là, donc il a la répétition des efforts, il l'a fait. Ok, c'est pas tous les jours, pendant 3 semaines, mais quand même, je vois pas pourquoi il craquerait plus que d'autres personnes. Après, voilà, peut-être pas être au niveau de Pogacar, au niveau de ce qu'il nous a fait aujourd'hui tous les jours, mais au niveau du podium du Tour, pour moi, il y sera. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il a tellement de marge que même s'il a un coup de moins bien un jour, eh ben, il Oui, arrivera à être il là. peut être troisième à 10 minutes, c'est possible aussi. Voilà. Moi, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il tienne 3 semaines, finalement, parce qu'il il nous rassure hein, au fil de ses sorties. Cette année, il nous a énormément rassurés. Donc voilà, mais bon, effectivement, il faut que ça se confirme sur le terrain. Hein. Disons que s'il participe au Tour de France, en tout cas, il n'aura, pour moi, en tout cas de mon côté, il n'aura aucune pression vu le début de saison stratosphérique qu'il nous a réservé. Une victoire, classement général World Tour, 3 étapes sur cette même course, une classique majeure en Belgique. Vraiment, si on m'avait dit ça fin d'année 2025, bah, j'aurais vraiment pas cru. Et bah oui, oui, non, mais c'est sûr. Et justement, alors, là, il y a deux écoles. Il peut y avoir de la pression aussi, dans le sens où s'il ne performe pas dans le Tour de France, certains risquent de lui dire, bah ouais, mais tu vois, on t'a conseillé plutôt d'aller à la Vuelta où tu serais archi favori. Bah oui, Non, est-ce tout que à c'est pas une fait. forme de pression? Bah, en fait, le grand élément de réflexion, c'est qu'il y a les championnats du monde en même temps que la Vuelta. Parce que moi, Ouais, 2 semaines après. oui, qui était un grand partisan qui participe au Giro, je suis également plus favorable à ce qu'il aille à la Vuelta, parce que je pense que s'il va sur la Vuelta, il pourra la gagner. Mais j'ai aussi envie, très envie de le voir au Canada jouer avec Pogacar, que vu ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'il pourra largement jouer les premiers rôles. Car si on suit la même logique de progression, bah, au Canada, avec 4 mois de plus, il devrait pouvoir gagner, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'un scénario Tour de France, championnat du monde est très probable pour la suite du programme de Paul Sexas. Oui, moi aussi, hein, je pense que c'est là-dessus qu'ils vont se tourner. On avait dit en début de saison que c'est que ça paraissait être un programme pour aller au Tour. Si tout se passe bien, si il n'y a pas de problème physique ou mentaux, là on voit qu'il franchit haut la main tous les steps et il ira au Tour de France sans problème. Et à mon avis, lui, ce moyen de gérer la pression, c'est de dire, c'est une grosse confiance en soi, de savoir pourquoi il fait les choix. À partir du moment où tu te dis, je prends le choix de faire le Tour de France, bah tu mets la Vuelta de côté consciemment et tu sais que tu la gagneras pas, mais c'est pas grave. Enfin, tu pourras toujours revenir plus tard ou voilà, mais lui, son objectif, c'est d'être sur le Tour de France. Il sait ce qu'il veut, il sait que l'objectif, c'est de dominer son sport. On voit aussi d'ailleurs que il se prend pas la tête avec l'âge. Hein. Lui, je sais pas si tu as vu, hein, mais dans toutes ses interviews, la question de l'âge, il la balaye très vite. Ce qui compte, c'est le talent. Hein. À l'image de tous ces sportifs français jeunes qui dominent leur sport, l'âge, c'est pas une préoccupation, il en fait pas une fixette. Lui, ce qu'il veut, c'est performer au plus haut niveau, et on sent que ça transpire de l'ambition, mais aussi, comme tu dis, de la lucidité sur son niveau. Donc, moi, je me fais pas de soucis pour lui. Donc voilà, je te suis. Pour moi, Tour de France, et puis championnat du monde de Lombardie en Et fin de saison. Dauphiné, avant ça, et toi, qu'est-ce que tu en penses sur le Dauphiné? Moi, je pense qu'il Eh ben, sera grand favori et même victorieux. Et si il vient à gagner au Dauphiné, avec pourquoi pas plusieurs étapes à la clé, il va arriver en patron sur le Tour de France, presque.
Et ben justement, je voulais qu'on l'aborde. Pour moi, c'est le Dauphiné aussi. Tu sais, il y a toujours le choix, ceux qui font le Tour de France, la plupart du temps, c'est Dauphiné ou Tour de Suisse. On sait que Pogacar fera le Tour de Suisse. Oui, oui, oui. Pour Donc moi, il n'y a aucune déjà, raison d'aller en Suisse. En plus, il est lyonnais, donc ça rajoute une pièce dans la machine pour se dire qu'il faut aller au Dauphiné. alors tu sais, après, il y a souvent des gens qui disent, bah comme ça, il court à l'étranger, il est moins exposé en France. Mais moi, c'est pas du tout mon point de vue. Moi, pour moi, il faut qu'il aille sur le Dauphiné, justement pour rôder un peu Ça l'organisation prépare, de tout à fait. l'équipe, rôder le staff, les sollicitations des journalistes, les sollicitations du public. Voilà, ça permet aussi de se mettre dans le bain, de voir comment améliorer pour être au maximum protégé pendant le Tour de France, qui sera l'échéance principale. Et effectivement, la possibilité de décrocher le Dauphiné, honnêtement, ça serait beau. Elle est tout à fait Et plausible. Ce qui sera, comme tu l'as dit, un excellent pédiluve, j'ai envie de dire, avant de rentrer dans le grand bassin du Tour de France. belle image, tout à fait. Et voilà, et en plus, il sera, enfin, je sais pas s'il sera le seul favori, mais Vingegaard, après le Giro, il va faire une coupure, donc il y Probablement aura. Del Toro ou Ayuso, mais vu ce qu'on a vu au Pays Basque, bon, on verra, Oui, quoi. il sera favori en tout cas. Voilà. Après, voilà, on verra ce que ça dit. Et ben très bien. Du coup, on a déjà le programme. Hein, pas la peine d'attendre la déclaration. Hein, Dauphiné, Tour de France, et puis fin de saison, championnat du Championnat du monde de monde. Lombardie, c'est ça? On pourrait peut-être rajouter une petite classique Québec ou Montréal, et puis ce sera parfait. Et, ils font les deux cette année parce qu'il y a les championnats du monde déjà là-bas. Ils maintiennent quand même les deux courses. Oui, je sais pas. Je J'ai crois qu'ils pas. maintiennent les deux courses et pour préparer justement les championnats du monde. Ah bah alors c'est probable que les deux enfin les coureurs qui soient à l'une, enfin au championnat du monde fassent les deux alors. Hein, tout à fait. Oui, Ouais. oui, je pense qu'il y aura beaucoup de monde à la start-piste au Canada. Eh ben très bien. Merci pour ce débrief à chaud. On est ravis de ce qu'a fait Paul Sexas. La semaine prochaine, eh ben, on reviendra avec vous sur le Tour de Romandie, peut-être avec Pogacar. On Oui, tout regardera à fait. aussi le programme que nous annoncera Paul Sexas. On essaiera de le détailler, voir un peu les ambitions qu'il peut avoir. Est-ce que c'est en accord avec ce qu'on a dit là? Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous liker, hein, on apprécie, c'est une vraie valorisation pour ce qu'on fait, ça nous encourage à continuer dans la suite pour suivre la carrière du français qui nous étonne de plus en plus. Et merci à tous, et allez Paul, On est dans on est ta dans roue. ta roue.